Alors, avant de vous donner la parole, le professeur Virenque a parlé d'abord de la naissance du SAMU, auquel il a collaboré. Ensuite, il était venu nous faire une conférence sur les foudroyés, comment on traite ces maladies, hein, puisque vous en avez fait une pathologie. Une pathologie. Voilà, pathologie, voilà, exactement. Et cette fois-ci, il vient nous parler de la médecine de catastrophe. Donc, je lui laisse le soin de vous en dire plus. Hein, donc, le professeur Virenque a été professeur à l'université de Toulouse. Il a travaillé avec le professeur Larangue, qui a été celui qui a fait émerger le SAMU. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ce soir parmi nous. Oui, alors, merci Dominique. Je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous, puisque effectivement j'ai pris un petit peu mes habitudes en tant que bandoulingue d'adoption. Et donc je vous propose aujourd'hui le thème qui est à l'écran, où je vais donc vous préciser les trois termes qui apparaissent dans cette diapositive, c'est-à-dire les catastrophes, petit rappel, c'est ce que c'est, et surtout la manière de traiter les victimes des catastrophes, c'est-à-dire la médecine dite de ou des catastrophes. Vous verrez qu'elle a mis beaucoup de temps pour émerger, puisque les catastrophes ont toujours existé, mais que la médecine en général est quand même relativement récente, et celle de catastrophe est encore plus récente même que la médecine d'urgence. Vous savez que la médecine d'urgence, dont je vous ai parlé il y a quelques années, c'était donc le SAMU, et ça a été inventé en 1968, c'est-à-dire il y a un peu plus de demi-siècle. La médecine des catastrophes est une cousine de la médecine d'urgence et beaucoup plus récente, 1985. Donc, mise en perspective de ce qu'on appelle la notion de catastrophe. Catastrophe, ça veut dire une situation inédite, brutale, imprévue, qui va entraîner une espèce de déséquilibre entre les moyens de faire face à cette catastrophe et l'intensité des manifestations de la catastrophe. Ça, c'est, si vous voulez, c'est ce gradient, et c'est la définition de la notion de catastrophe en général. Alors, il n'y a pas que des catastrophes sanitaires, mais beaucoup de catastrophes ont effectivement une dimension sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des victimes. Il y a des dégâts matériels et des dégâts corporels, d'une manière synthétique. Donc, il y a une classification, rapidement, pour vous la mettre en place, vous l'avez à l'écran. Donc, les plus anciennes, celles qui ont toujours existé, qui sont liées à la planète, c'est les catastrophes naturelles et aux 4 éléments constitutifs de la planète Terre que vous avez à rappeler. Donc, elles ont toujours existé, vous en avez quelques explications, quelques variations, excusez-moi, il a manqué. Bon. Vous avez la plus ancienne historiquement, le déluge, qui est aujourd'hui considéré comme la fonte glaciaire qui a entraîné l'inondation de la planète avec, bon, on estime l'arche de Noé, mais enfin bon, il y a eu quand même des survivants après ça. Il y avait une diapo qui a expliqué l'éruption phréatique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, si vous voulez, c'est le cratère d'un volcan qui est transformé en lac, et le volcan est inactif. Mais régulièrement, il y a du gaz carbonique qui s'échappe des entrailles de la Terre, qui sort, qui émerge à la surface du lac et qui tue tout l'environnement autour du lac, que ce soit des animaux ou des hommes. Et puis vous avez le tremblement de terre. J'avais choisi Mexico, donc les aléas de l'informatique m'empêchent de vous le montrer. Le tremblement de terre à Mexico, en 1983, a eu cette caractéristique extrêmement défavorable, c'est de toucher l'ensemble des hôpitaux de la capitale du Mexique. Et donc, les secours étaient évidemment handicapés, par définition, par rapport à cette situation. Alors, le sociologique, c'est aussi très ancien, puisque
C'est une formule que vous connaissez, l'homme est un loup pour l'homme, et que très facilement, il y a des conflits familiaux, tribaux, nationaux, internationaux. Et aujourd'hui, c'est relié par la notion d'attentat qui s'est développée historiquement à plusieurs reprises. Et vous avez évidemment le plus connu d'entre eux, les tours jumelles de 2001 à New York. Et vous avez également notre notion qui là aussi a échappé à l'ordinateur, c'est-à-dire la notion de grand rassemblement. Et à Toulouse, nous avons une pratique historique, depuis que l'aviation existe, c'est au moins une fois par an, quelquefois tous les 2 ans, on fait un meeting aérien international où on rassemble sur l'aéroport de Francazal des avions qui ont fait des démonstrations auxquelles assiste un public très nombreux, pour lequel le risque d'accident ou le risque de malaise ou le risque sanitaire impose la mise en place d'une médecine dite de catastrophe. Alors, le technologique commence lorsque l'homme a inventé la roue. Lorsque vous avez inventé la roue, vous avez créé un véhicule pour vous déplacer ou pour déplacer d'autres personnes. Et initialement, c'est des charrettes, c'est des petits véhicules où il y a 2 ou 3 personnes, mais immédiatement, vous avez des accidents de la route, même si c'est des charrettes. Et petit à petit, vous savez que donc les véhicules deviennent plus importants. Terre, mer, air, vous avez donc des véhicules gros porteurs, au niveau desquels, lorsqu'il y a un accident, le nombre de victimes est évidemment proportionnel au nombre de passagers. Et donc aujourd'hui, on décrit des accidents technologiques liés aux véhicules de transport, qui est évidemment une particularité qui intervient plus récemment. Alors vous avez ensuite les technologies liées à l'industrie, au progrès de l'industrie, c'est-à-dire le 19e siècle, en gros, la découverte du charbon et la découverte de la machine à vapeur, avec tout ce qui va avec le charbon, mais qui va surtout avec les mines qui permettent d'extraire le charbon. Et la plus grande catastrophe dans les mines en France, c'est à Courrières. Courrières, c'est dans la banlieue de Lyon, le centre du pays, où il y a eu 1100 victimes après un coup de grisou. Et à l'époque, évidemment, tous ces gens-là n'ont pas pu être secourus parce que c'était inaccessible, mais aussi les quelques rares survivants ont eu de la peine à être soignés. Le chimique, c'est encore plus récent, vous voyez, c'est vraiment le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle. L'exemple que vous connaissez peut-être, que vous avez vu passer à l'époque, c'est l'explosion aux Indes de Bhopal, de l'usine de Bhopal, qui est le diisocyanate de toluène. Bon, c'est un nom très compliqué. C'est un produit chimique qui est un précurseur du plastique, qui permet de... Et donc c'est une usine qui fabrique un produit extrêmement utile dans le monde moderne. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y a eu donc toute la population autour de l'usine a été contaminée, 2500 morts, mais surtout une caractéristique intéressante, c'est que en fait, la mort a été réalisée par une intoxication pulmonaire, une brûlure pulmonaire par ce produit chimique qui a entraîné la mort par asphyxie. Ça, c'était dans les jours qui ont suivi. Dans ce pays où il n'y a pas d'hôpitaux à l'époque, il n'y a pas d'oxygène, qui est évidemment le gaz par définition thérapeutique. Et surtout, le problème, c'est que ce produit a déclenché une maladie pneumologique, c'est-à-dire une insuffisance respiratoire chronique qui s'est développée et qui continue de se développer, vous voyez, 50 ans après. C'est-à-dire que les gens qui ont survécu à l'explosion chimique développent une pathologie médicale qui est induite par le phénomène initial et qui touche des milliers de personnes. C'est-à-dire des gens qui ont eu la chance de survivre, mais en fait, ils vont mourir de manière décalée par suite de cet emphysème ou bronchite chronique, en fait, cette maladie induite par l'intoxication initiale. En 1986, on a mis quand même quelques années à avoir l'accident, c'est l'utilisation industrielle de l'atome et de la fission nucléaire au niveau donc en Ukraine. Je vous rappelle, Tchernobyl est au nord de Kiev.
Cette usine a donc explosé par suite d'une mauvaise manipulation des contrôleurs et a entraîné là aussi énormément de victimes. Sur place, on n'a jamais su le nombre exact parce qu'à l'époque c'était soviétique et donc on n'a jamais su très bien décompter le nombre de victimes. Mais, caractéristique intéressante de la radiologie, il n'y a pas eu d'unité géographique. C'est-à-dire, cette explosion à Kiev a touché, en fait, toute l'Europe, même si en France, on a dit qu'on était à l'abri, ça n'était pas vrai, bien sûr. Et donc, beaucoup de pays à distance, c'est une nouvelle caractéristique des catastrophes, ont peut être touchés sans avoir assisté à proximité à la cause de la catastrophe. Autre conséquence qui le fait rapprocher du chimique, c'est qu'après les survivants à la contamination nucléaire initiale vont développer des cancers, et actuellement encore, en particulier les cancers de la thyroïde, se développent, vous voyez, bien des années après, puisque c'était 1986, on décompte, maintenant donc en Ukraine, les victimes retardées de Tchernobyl. Vous voyez donc là, les catastrophes, c'est grave immédiatement, souvent, quelquefois en dehors de la zone géographique concernée, mais quelquefois aussi secondairement dans le temps. Et puis le monde biologique. Vous savez que la planète est occupée par des organismes humains ou animaux macroscopiques, mais aussi par un monde microscopique qui a été découvert par Louis Pasteur donc, au XIXe siècle. Et ce monde microscopique, les microbes, les bactéries, les virus, bien tout ce petit monde invisible a toujours créé historiquement ce qu'on appelle des pandémies. Et ce mot a été bien prononcé à l'occasion du Covid, mais précédemment, vous voyez, j'ai choisi de vous montrer la peste à cause de Camus, mais la peste a fait donc a détruit, par exemple à Toulouse, les 3/4 de la ville sont morts de la peste, c'est-à-dire absolument la population décimée. Alors là aussi, c'est plus du tout l'unité de temps et de lieu, c'est-à-dire qu'il y a Toulouse et tout autour, mais ça dure pendant des semaines, des mois. Et puis quand l'épidémie s'arrête, elle reprend de la même année ou l'année d'après, si vous voulez. Et donc ce phénomène un peu a touché également l'autre exemple que j'avais choisi, le Covid, ou la Covid. C'est-à-dire que vous avez l'expansion planétaire, par suite des moyens de transport aérien essentiellement, qui déplacent le virus sur toute la planète et qui entraînent donc des victimes importantes. Alors là, c'est pareil, on trouve cette notion de victime, c'est-à-dire quelqu'un qui a un dommage à cause d'un microbe, d'un virus, mais si vous voulez, ça peut être survivable ou ça peut être bénin ou au contraire mortel. Donc il y a beaucoup de variantes dans les conséquences du monde biologique. À l'époque, la peste tuait tout le monde, pratiquement, il y avait 100% de cas. Avec le Covid, vous savez qu'il y a eu quand même un minimum de morts, puisque c'est 0,05% de mortalité, malgré le nombre de millions de personnes contaminées. Alors, là, on passe à la deuxième partie, la médecine de catastrophe. Des catastrophes, puisque vous voyez, il y a plusieurs cadres étiologiques dans lesquels on peut se trouver. Alors, pendant très longtemps, il n'y a pas de médecine, donc la réponse sanitaire n'est pas médicale. Elle est plutôt le secours. Vous avez à l'écran une photo qui vous montre, c'est en Ukraine encore, c'est le hasard des choses, un combattant non blessé qui soigne, entre guillemets, qui en fait un bandage, qui porte un secours à un de ses collègues qui était blessé. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est au cours de toute l'histoire des guerres et des combats, ce type de situation a été noté. L'objectif étant de porter secours à autrui, mais vous savez, au niveau des états-majors, des gens qui font la guerre, des généraux, des chefs d'État, la notion de conserver un effectif supplémentaire ou supérieur à celui de l'ennemi. Quand vous avez plus de soldats que les troupes que vous combattez, vous avez plus de chances de gagner la guerre ou la bataille, et donc les soins sanitaires dans ces combats multiples et variés que nous avons traversés, eh ben, c'est un objectif assez égoïste, c'est-à-dire
bon, on porte secours, mais surtout on garde des effectifs susceptibles de revenir renforcer l'armée et gagner la guerre. Vous savez, c'est un objectif qui a été conservé, et je vous le dis, l'armée, les chefs de l'armée militaire ont besoin des docteurs, des infirmiers, pour conserver un effectif supérieur à celui de l'ennemi. Alors, on est donc rentré dans historiquement, vous voyez, je vous ai retenu 3 dates, il y en a bien d'autres, mais j'ai retenu 3 dates, où la médecine des catastrophes, c'est une médecine militaire, parce que la population, la clientèle, ce sont des soldats qui ont survécu, et donc des soldats que, selon le principe que je viens de vous énoncer, il faut conserver. Le premier opérateur, c'est un Français. Vous voyez, au niveau de la Renaissance, Ambroise Paré est un chirurgien civil qui soigne des pathologies de l'époque. Et ce collègue, il s'est pris d'intérêt et de passion pour suivre les rois de France dans leur tentative hégémonique territoriale. Il a suivi 3 rois de France successifs, parce qu'il a vécu longtemps, Ambroise Paré, et il a eu le temps de voir arriver 3 rois de France successifs. Et les rois de France, donc, faisaient la guerre, c'était une activité comme une autre, et bien entendu contre d'autres royaumes, contre d'autres rois, et donc il y avait des guerres incessantes, au cours desquelles il y avait effectivement des blessés, des morts et des blessés. Et donc, Ambroise Paré suivait chaque roi de France avec l'idée de rattraper, de récupérer le maximum de survivants. Alors cette époque, c'est l'époque de l'invention de la poudre. C'est-à-dire qu'on quitte progressivement les blessures par armes blanches, c'est-à-dire par les flèches, les sabres, les lances, qui créent des lésions assez limitées finalement, même mortelles, mais bon, après avec des blessures par arme à feu. La poudre est arrivée de Chine, et donc nous avons les arquebuses, les mousquets, tout le bazar, les canons, qui font que les dégâts anatomiques n'ont plus du tout la même dimension. Ce sont des dégâts de délabrement, en particulier au niveau des membres, extrêmement importants, c'est-à-dire que les gens se trouvent amputés ou quasi-amputés. Vous en avez un, vous voyez à l'écran en haut à droite. Ces lésions ont comme caractéristique d'être hémorragiques. Et d'être hémorragiques de manière massive. Et la mort du combattant, à ce moment-là, est la mort par hémorragie. C'est-à-dire que le soldat perd son sang et il ne va pas survivre. Donc le geste que fait M. Paré, Ambroise Paré, c'est de faire ce qu'on appelle l'hémostase. C'est-à-dire qu'il arrête le vaisseau, l'artère ou les veines qui saignent, et il évite comme que le militaire perde la quantité de son sang qui lui assure la survie. Alors, comment on a, à l'époque, comment on opère? Eh bien, on opère avec donc, le cautère, le thermocauteur, c'est-à-dire qu'on fait chauffer à blanc sur un réchaud, sur une source de chaleur importante, des instruments chirurgicaux, entre guillemets, que l'on va poser, brûlant donc, sur l'endroit où on voit que ça saigne, au fond de la plaie. Cette opération, bon, est un peu compliquée puisqu'elle exige d'avoir un foyer septique, un foyer thermique. Et donc cette opération, Ambroise Paré la révolutionne. C'est-à-dire qu'il invente ce qu'on appelle l'hémostase par hémostase avec une pince et un fil, une ligature, le catgut, le boyau de chat. Donc il invente cette pince qui attrape le vaisseau qui est lésé, qui saigne, et autour il effectue avec un nœud, si vous voulez, et donc il invente une technique chirurgicale innovante qui est depuis, évidemment, la seule pratiquée. Encore aujourd'hui, vous savez, le bistouri électrique est un retour au thermocauteur, d'une certaine manière, mais enfin, bon, c'est autre chose. Donc, M. Paré va sauver les gens d'une perspective de mort par hémorragie. Donc, les rois de France sont contents parce qu'on récupère un grand nombre de combattants. Alors, évidemment, le combattant que vous voyez à l'écran, il a perdu la jambe.
ça sera un mauvais élément pour participer au combat, mais enfin, pourra être utilisé pour la logistique ou pour autre chose, et c'est quelque chose de, malgré tout d'intéressant. Alors, Louis XIV, enfin, les différents rois de France se succèdent, et les combats, et l'ambiance est toujours la même. Hein. Alors, Louis XIV, en 1708, il en a un peu assez de ces chirurgiens touristes qui l'accompagnent pour lui faire plaisir, et qui bricolent. Et donc, il crée un corps professionnel de médecins militaires, que l'on appelle le service de santé des armées. C'est-à-dire que dans les troupes, vous avez des soldats, des officiers, des sous-officiers, et vous avez un corps médical, qui est militaire, qui a des galons comme les officiers et comme les autres. Et ces gens-là sont des professionnels, ils ne font que ça. Et comme il y a beaucoup de guerres, vous ne vous rappelez peut-être pas votre histoire de France, mais en France comme partout, il y a des guerres partout. Et donc, l'emploi de ces troupes est largement utilisé en pratique pour professionnaliser la médecine. Alors, ça ne veut pas dire que, au point de vue technique, la médecine de catastrophe apparaisse vraiment, mais si vous voulez, elle est pratiquée par des gens qui ne sont pas des amateurs, des touristes, comme on disait, mais des vraiment professionnels et des militaires qui obéissent forcément à une autorité. En 1790, donc après la Révolution française, eh bien, c'est la mise en place de médecins professionnels de haut niveau, c'est-à-dire le baron Larrey et Percy, qui sont deux médecins militaires, médecins en chef, si vous voulez, vont travailler avec Napoléon Bonaparte comme vraiment des maîtres d'œuvre dans le cadre de l'organisation sanitaire après au cours d'un conflit. Et donc vous avez en bas à droite l'apport logistique que font ces deux collègues, c'est-à-dire qu'ils créent une ambulance volante. Alors le mot ambulance volante, c'est à préciser, c'est en fait un hôpital, un poste de secours sur une charrette, oui, tirée par des chevaux, et qui vient permettre de faire de la chirurgie sur le terrain ou très près de la ligne de front. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il y avait des blessés qui survivaient, qui étaient amenés à l'hôpital. Là, c'est ce qu'on appelle une médicalisation des secours, en fait, une chirurgicalisation, puisque ces deux personnes sont des chirurgiens et que leur boulot va être un peu différent de celui d'Ambroise Paré. Pourquoi? Eh bien, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que, ça a été le cas dans la campagne de Russie, vous savez que Napoléon, il a fait un peu l'inverse de Poutine, c'est-à-dire Poutine va d'est en ouest, et Napoléon, comme Hitler d'ailleurs, a fait la démarche inverse, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. On a envahi la Russie. On s'est arrêté à Moscou parce que les Russes étaient meilleurs que nous. Mais Napoléon a dévasté l'Europe, si vous voulez, en créant des milliers de morts, mais dans ses propres troupes, dans la population, et des milliers de survivants. Alors, le type de victimes de ces combats, eh ben, c'est un peu comme Ambroise Paré. C'est-à-dire, il y a beaucoup de dégâts traumatiques liés à la poudre, liés aux balles, à l'explosion, et vous avez donc des délabrements périphériques des membres, c'est-à-dire des amputations quasi complètes d'une jambe, comme on l'a vu avec Ambroise Paré, mais là, c'est à très grande échelle. Et donc, le geste qui va être pratiqué est celui de compléter le dégât. C'est-à-dire, je m'explique, si vous ne faites rien, le malade n'est pas mort d'hémorragie pour des raisons conjoncturelles. L'hémorragie n'a pas été suffisante pour entraîner la mort du soldat, mais le soldat qui survit va être immédiatement contaminé par les microbes, il va développer une gangrène dans les jours qui suivent la survie, le combat, et il va mourir de septicémie, d'infection. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une mort retardée, mais une mort médicale, qui n'a plus rien à voir avec la traumatologie. Et donc, le geste que fait l'équipe là, Percy Larrey, c'est de faire une chirurgie d'amputation pour prévenir cette infection, prévenir cette gangrène. Donc, il ampute très largement, dans des temps records. Il ampute en moins de 1 minute, 2 minutes, une membre inférieure ou supérieure, et le blessé,
va survivre puisqu'il n'est pas mort d'hémorragie, il ne peut pas mourir d'infection parce que les microbes n'ont pas eu le temps de coloniser la plaie, et donc, si vous voulez, on crée un nombre important de survie. Alors, évidemment, contrairement à ce que j'annonçais, les soldats de Napoléon, amputés, ils ne peuvent pas, évidemment, reprendre le combat, surtout quand c'est le membre supérieur, ils ne peuvent pas tenir un fusil, bien entendu. Mais, et c'est très intéressant parce que, vous voyez, Napoléon a été en avance sur beaucoup de choses. Napoléon crée les Invalides, l'hôtel des Invalides, l'hôpital des Invalides, premier système de rééducation, merci mon cher collègue, qui est la rééducation pour les militaires, les survivants de ces combats extraordinaires, et avec la mise en jeu des prothèses, des membres essentiellement, la jambe de bois qui se perfectionne, mais bon. Donc toute une série de soins, gratuits bien sûr, avec un encadrement de plus en plus important, de plus en plus efficace. C'est-à-dire que la médecine des catastrophes, vous voyez, on assure la prévente, on assure un suivi. Et ça, pendant souvent forcément des dizaines d'années, puisque c'est des soldats jeunes qui vont pouvoir survivre quelquefois très longtemps, même s'il leur manque une ou deux jambes ou des membres. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt de cette médecine dans ce cadre particulier, on crée une pathologie particulière. Alors, le progrès majeur en matière de médecine militaire et donc potentiellement de catastrophe, c'est la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, vous savez que bon, ça a duré 4 ans, ça a touché donc des millions de personnes, des millions de morts et surtout des dizaines de millions de victimes. Donc beaucoup sont des victimes traumatiques, extrêmement lourdes, extrêmement graves et potentiellement mortelles secondairement. Donc si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Les progrès, ils tiennent au fait qu'on invente deux choses qui chamboulent le pronostic. La première, c'est la notion de microbes. Bon. Les dégâts sont les mêmes qu'à l'époque napoléonienne, c'est-à-dire des délabrements énormes avec un risque septique immédiat qui risque d'entraîner la mort et qui justifierait l'amputation chirurgicale. Et bien à ce moment-là, on n'a pas les antibiotiques, mais on a les antiseptiques. Vous vous rappelez que Louis Pasteur a découvert les microbes, il a découvert la liaison entre le microbe et la maladie infectieuse, et il a découvert l'antisepsie, c'est-à-dire de liquider les microbes pour éviter que l'on meure d'infection. Donc, au cours de la Première Guerre mondiale, les médecins militaires français et allemands, parce que les progrès sont des deux côtés de la ligne de front, ils sont simultanés, il faut dire, et donc ont mis en place la perfusion locale d'antiseptiques, le Daquin qui est de l'eau de Javel en fait, donc qui est délivré par une bouteille, qui est branchée sur un pansement qui imbibe par exemple le bras, et on fait couler au goutte à goutte pendant des jours ce liquide antiseptique qui évite la gangrène et qui évite l'amputation. Vous voyez? Alors, si malgré tout il y a besoin de chirurgie, amputation ou réparation, eh bien, le deuxième progrès que voit apparaître la Seconde Guerre mondiale, c'est l'anesthésie générale. On peut endormir tous les malades. Donc, on n'est pas obligé de faire le record du monde que faisait l'arrêt, amputé en 2 minutes. Là, on a le temps. On peut prendre ses aises. Le malade ne souffre pas, alors qu'à l'époque, vous savez, il fallait lui donner le verre de niol pour pas qu'il crie. Là, vous avez l'anesthésie à l'éther ou au chloroforme, avec un masque. Et donc, le chirurgien prend le temps d'opérer convenablement, sans faire souffrir le malade, et donc efficace et confortable. Voilà. Donc cette deuxième invention, mise en œuvre en 4 ans, à la fin de la guerre, c'est systématique, tout le monde est endormi, tout le monde est avec antisepsie. Et troisième progrès, vous l'avez à l'écran, la radiologie. On invente, Marie Curie invente l'emploi des rayons X à titre de diagnostic, et elle invente surtout des camionnettes, des petites Curie, qui amènent l'ampoule de rayons X sur le combat, c'est-à-dire à l'endroit où se trouvent les médecins et les chirurgiens. Et donc, pour toutes les lésions qui sont cachées, les éclats de balles, d'obus, de grenades, qui sont sous la peau, alors que la peau est à l'air à peu près normale,
on les dépiste et on guide le chirurgien. Un corps étranger, il faut l'enlever. Parce que là, il n'y a pas de délabrement, donc il n'y a pas la place pour l'antisepsie, mais les microbes sont introduits avec le débris métallique. Donc l'emploi de la radiologie sur le terrain pour prévention et pour prévenir les complications qui ne manqueront pas d'arriver si on ne fait pas ça. Donc vous avez trois points qui sont techniques, qui font avancer considérablement la médecine en général, mais en particulier la médecine militaire. Alors, vous avez dans ma diapo une autre notion, qui est la notion de doctrine et de technique locale, de logistique. Quand il y a, au cours d'une bataille, vous savez, les batailles de la Première Guerre mondiale, vous vous rappelez, il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de victimes simultanées en quelques jours. Bon, ce n'est pas l'unité de temps et de lieu, mais c'est sur un périmètre, les batailles de la Somme et tout ça, c'est étendu sur beaucoup de kilomètres, et ça dure plusieurs jours. Eh bien, vous avez donc cette notion que les moyens dont disposent les militaires, en matière sanitaire, est forcément très limité. Vous avez l'équivalent d'un baron Larrey, un médecin-chef, généralement général, et quelques médecins moins gradés, quelques infirmiers encore que le diplôme d'infirmier n'existe pas à ce moment-là, et l'armée française n'a pas vraiment d'infirmiers en tant que tel. Mais il y a des aides médicaux, des aides chirurgiennes. Donc ce personnel limité ne peut faire face à cet afflux simultané, ce collectif de victimes à l'occasion des combats, qu'en choisissant les victimes à soigner. Donc, vous êtes une trentaine dans cette salle, mon regard de spécialiste dit que, ici, on retrouve des gens qui sont graves, urgence absolue. Ils vont mourir, si je ne fais rien. Et puis l'autre partie de la salle, imaginez que le plafond s'effondre, l'autre moitié de la salle est survivable, vous êtes urgence relative. C'est-à-dire que vous pouvez attendre l'arrivée des soins ou la mise à disponibilité des soins. Donc la notion de tri, vous voyez, est une notion doctrinale. Jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, et encore aujourd'hui, vous savez, la déontologie, quand on devient docteur en médecine, le serment d'Hippocrate, je dois, moi docteur, le maximum, la totalité de mes compétences à ma victime. Parce qu'on n'est que deux. Hein. Madame est malade, je suis le docteur, je mets tout en œuvre pour la sauver. Quand vous avez 30 personnes qui sont malades à la fois et que je suis tout seul, au moins pour un an, il faut que je choisisse. Madame fait partie des UA, des agents absolus. Elle va avoir toute mon attention. Monsieur, qui a la meilleure mine, je vais lui dire d'attendre que des collègues arrivent et des moyens complémentaires de renfort arrivent. Cette notion de tri bouleverse l'éthique médicale. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de soigner tout à la fois, vous ne pouvez pas. Il y a, vous voyez, un asynchronisme et une disproportion entre les besoins et les moyens qui fait que si on n'utilise pas ça, eh bien, on sacrifie des gens qui, sinon, auraient pu éventuellement survivre. Donc cette notion est fondamentale. Elle a été mise en œuvre par les militaires, par les services de santé des armées, des deux armées, de l'Allemagne et de la France, et elle a été extrêmement productive, et elle est à la base, je vais y revenir, dans la médecine de catastrophe. Alors, le dernier mot clé, c'est l'autochir. Pour mettre en œuvre tout ça, eh bien, il faut un système logistique. Des camions, des camions, des camions. Au début de la guerre de 14, c'est des camions hippomobiles, c'est-à-dire des charrettes avec des chevaux, des conducteurs de chevaux qui amènent l'ambulance, qui amènent le matériel, la pharmacie, la survie des équipes, parce qu'on part pour des jours et des jours de combat, il faut pouvoir vivre pour les troupes saines, les troupes en bon état, et les autres d'ailleurs. Voilà. Donc après, ça devient un moteur, bien sûr, et les camionnettes de radiologie font partie du dispositif. C'est-à-dire que vous avez un convoi qui contient quelquefois 10-15 camions. Comme les convois sont prévus à l'avance, l'état-major sait qu'on va faire la guerre à l'autre bout de la Lorraine. Vous savez que la guerre de 14, on n'a pas été envahi, ça s'est passé loin de Bagnous. Et bien à ce moment-là, donc, on prévoit une guerre
une bataille à tel endroit, on va mettre tous ces camions sur un train, sur des wagons, et on va déplacer préventivement, dans la perspective des batailles et des victimes, le dispositif autochir pas loin de l'endroit où il va y avoir des victimes. Ouais. Donc, vous voyez, la médecine de catastrophe, il n'y a pas que de la médecine, il y a beaucoup de choses autour. Alors, le deuxième progrès, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est le service de santé de l'armée américaine qui met en œuvre une nouvelle méthode pour soigner les gens qui sont gravement atteints. C'est la perfusion intraveineuse, c'est-à-dire le goutte à goutte. Vous avez un sérum que l'on injecte à travers une aiguille dans une veine et on évite, par exemple, que le collapsus, la chute tensionnelle et l'arrêt cardiaque par désamorçage du cœur. Cette perfusion va sauver, si vous voulez, c'est innovant, ça va sauver des millions de blessés dans les guerres du Pacifique et puis lors de la guerre en Europe après le débarquement. Alors, la Deuxième Guerre mondiale est suivie par ce que nous appelons en France les guerres de décolonisation. La première, c'est la guerre d'Indochine, 1950-55, au cours de laquelle on invente, on crée la médecine héliportée. C'est-à-dire, pour la première fois, l'ambulance n'est pas une ambulance terrestre, mais un véhicule aérien, un hélicoptère. Et le docteur Valérie André, médecin capitaine, femme, à une époque où il n'y en a aucune dans l'armée, et encore moins de service de santé des armées, et pilote d'hélicoptère. On lui confie les premières évacuations de blessés, et le maximum ça a été à Dien Bien Phu, notre défaite fatale, où elle évacue des dizaines et des centaines même de blessés vers l'arrière, vers les hôpitaux où sont soignés les gens. Donc cette médecine héliportée va être largement développée. Alors vous voyez à l'époque, le malade est à l'extérieur de l'hélicoptère, donc Madame André est toute seule. Elle n'a pas vraiment un rôle médical, elle a un rôle médical avant le décollage, mais en cours de vol, elle ne peut pas faire grand-chose, puisqu'elle est pilote, bien sûr. Alors en Algérie, qui est la deuxième guerre de décolonisation que nous avons gérée, là, Madame André est rentrée en métropole, et elle est repartie aussi sec en Algérie, avec des hélicoptères beaucoup plus gros, et des moyens beaucoup plus modernes, et la médecine héliportée a pris son essor dans le monde militaire, en sauvant énormément de personnes. On n'a pas fait la comptabilisation, mais c'était important. Donc c'est un projet technique, c'est l'équivalent de l'autochir, si vous voulez, de l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors, tout ça va un jour ou l'autre bénéficier aux civils. Ça va être très long, très compliqué et très partiel pendant longtemps. Donc vous avez, j'ai retenu, parce que bon, il faut retenir des dates, sélectionner des dates historiques. La première date, c'est encore Napoléon qui a apporté énormément à notre pays en créant, à l'occasion, vous voyez, de l'incendie à l'ambassade d'Autriche, où il y a eu énormément de morts et de blessés, il n'y avait pas de pompiers professionnels. Et Napoléon a décidé que des pompiers professionnels étaient créés, militaires. Et il a créé donc ce qu'on appelle un bataillon de militaires consacré à la sécurité civile, si vous voulez. Donc, bataillon, c'est commandé par un commandant de chef de bataillon, donc un commandant. Dans les années qui ont suivi, le bataillon est devenu un régiment, avec donc un colonel. Et aujourd'hui, depuis 1960, c'est une brigade, avec un général de brigade, qui est rattaché au génie, mais qui est une opération militaire. C'est-à-dire que les pompiers, à partir de 1960, ne font pas qu'éteindre le feu, ils font du secours à personne. À l'ambassade d'Autriche, ils auraient porté secours aux brûlés qu'il y avait. Et donc, secours et soins d'urgence vont se mélanger au niveau de la structure pompier qui à Paris est militaire. Bon, en dehors de Paris, elle n'est pas que militaire, elle est militaire, vous savez, à Marseille, avec les marins-pompiers, mais partout ailleurs, c'est des civils. Deuxième date importante, 1864, là, c'est le neveu de Napoléon Ier, Napoléon III, donc, qui lui aussi a la frénésie de conquête. Il va s'attaquer aux Autrichiens en Italie, au secours des Italiens.
Et donc, la bataille de Solferino est une carnage que l'armée française conduit à bien, mais qui est observé attentivement par un Suisse, un commerçant suisse qui s'appelle Henri Dunant. Il suit, lui, Napoléon III, et il est témoin de quelque chose qui l'horrifie, c'est-à-dire que non seulement il y a des victimes militaires dans les deux camps, mais il y a aussi des victimes civiles, comme en Ukraine actuellement, ou à Gaza, vous savez, des populations civiles qui sont victimes des combats menés par les autorités militaires. Et donc, la création de la Croix-Rouge, c'est vraiment la première mesure qui fait bénéficier le civil des moyens militaires efficaces, mais jusqu'à présent réservés à travers l'armée aux victimes de la guerre. Donc, c'est une étape fondamentale pour le passage au civil. La troisième étape est beaucoup plus récente, 1952, organisation des secours. La France invente un dispositif stratégique, c'est-à-dire un plan d'action préfectoral, qui permet de faire face aux catastrophes de manière administrative. Donc le plan Orsec, c'est le recensement dans le pays de tous les moyens disponibles de secours, les grues, les tanks, tout ce que vous voulez. En matière sanitaire, on recense les hôpitaux et les cliniques. Et ensuite, donc, simultanément, le plan Orsec décrit un mécanisme de mobilisation. C'est-à-dire, on déclenche ce plan pour aller porter secours et mettre en œuvre les moyens que l'on connaît être recensés. Alors, le point fort, c'est que ce dispositif a fait le tour du monde. Ça a été copié par le monde entier, il y a des plans Orsec dans tous les pays, sauf qu'à l'époque, il n'y avait aucune dimension sanitaire, parce que la médecine d'urgence n'existait pas, et donc c'était la DAS, si vous voulez, l'action sanitaire et sociale, qui se contentait de localiser des établissements susceptibles de recevoir des victimes, mais sans vraiment donner des ordres, si vous voulez, au corps médical ou paramédical. Donc ce dispositif a été aujourd'hui amélioré. Et on a une étape, on s'approche de la médecine de catastrophe à travers, vous voyez, des livres, des réunions scientifiques et des revues. Il y a 3 dates qui, en France, font état de l'intérêt de certains médecins. M. Favre est médecin général, alors, il est chirurgien, dans son livre, c'est plutôt un panorama des catastrophes et des ressources possibles que vraiment un traité de médecine de catastrophe. Mais ça a l'avantage d'exister. Et petit à petit, donc, la France prend conscience que les progrès enregistrés en matière militaire peuvent être utilisés en matière civile. Alors à Toulouse, j'ai retenu 3 dates, parce qu'il faut retenir. La première en 1969, c'est le premier vol du Concorde. Vous ne vous rappelez pas? Si vous ne dites pas, que moi j'y étais. La première vol du Concorde a été appréhendée par les autorités comme potentiellement très grave, dangereuse. On a assisté à des centaines de milliers de personnes, toulousaines ou autres, qui sont venues autour de l'aéroport de Blagnac assister au décollage de cet avion dont on ne savait pas très bien s'il allait voler correctement ou pas. Et donc, pour mettre en place un dispositif, le préfet nous a demandé, le SAMU venait d'être créé en 1968, on nous a demandé, vous voyez, avec les secouristes, les ambulanciers de la Croix-Rouge, de mettre en place un dispositif préventif en cas de grand rassemblement dangereux, donc mis en place. Donc c'est un entraînement, c'est un apprentissage. Oui. Autre notion d'exercice, en gros, vous avez là une simulation d'accident de train. Ça se passe dans une gare de la banlieue toulousaine, et vous voyez qu'à l'époque, vous reconnaissez un petit peu des gyrophares jaunes, des pompiers avec des casques, des ambulanciers en tenue paramilitaire, une tente servant d'hôpital de campagne, qui est en fait une tente de camping, et vous avez des militaires, des guidasses qui servent de plastron, et des docteurs en blouse blanche. C'est l'artisanat pur et dur, mais c'est une date pour nous symbolique, parce qu'à partir de ce moment-là, on a appris à travailler avec des autres, on a appris dans une atmosphère qui n'est pas celle du quotidien, où il y a une de blessés, là il y en a des dizaines, et donc on s'apprête à pratiquer la réalité du phénomène.
Et puis vous avez les multiples aériens à Francazal, où là aussi, où il y a beaucoup de personnes. Dis-moi, j'espère que ça va passer. Non, ça ne passe pas. L'appareil refuse de prendre les diapos. Donc si vous voulez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire n'importe quoi, c'est-à-dire porter secours de manière improvisée, de manière bénévole, mais de manière non professionnelle, qui va aggraver les choses plutôt que les améliorer. Donc si vous aviez vu les diapos, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, la médecine de catastrophe, elle est née à travers cette notion de planification, de stratégie. Les militaires, pour gagner une guerre, une bataille, il faut faire un plan de bataille. C'est pas improvisé, même Napoléon, qui était un champion, il avait anticipé, prévu plusieurs cas de figure, et ça se développait correctement. Donc, ce qui s'est passé, c'est l'expérience des attentats en région parisienne. Certains d'entre vous s'en souviennent. Il y a eu un grand nombre en milieu urbain de victimes qui ont permis de mettre en place ce qu'on appelle le plan rouge. Alors le plan rouge, je vous le décris parce que c'est au fond la base du système. Vous avez donc la catastrophe elle est là, et vous avez les hôpitaux ici. Donc l'objectif, c'est d'amener les victimes de l'endroit où ça s'est produit jusqu'aux hôpitaux. Alors au lieu de faire un grand voyage avec autant d'ambulances que de victimes, si vous voulez, on sectorise dans le temps et dans l'espace les événements. Donc on crée entre les deux une zone qu'on appelle poste médical avancé, les militaires appellent ça hôpital de campagne. Cet hôpital de campagne va réaliser le principe doctrinal dont je vous parlais, le tri. C'est-à-dire que, vous voyez donc ce qui se passe, c'est que sur l'avant, là où se trouvent les victimes, il y a un premier ramassage qui les amène à l'entrée du PMA, où il y a la séparation entre les graves et les pas graves. Et à la sortie, vous avez un deuxième moyen d'évacuation qui amène, dans un premier temps, les plus graves qui ont été entre-temps stabilisés. Excusez-moi de s'éloigner. Bon, la marche arrière est un peu compliquée. Bon. Et j'espère que ça va pouvoir marcher. Et donc, si vous voulez, on se trouve en situation de maîtrise logistique du dispositif qui s'appelle le plan rouge. Donc, c'est un plan qui est organisé à la fois par les pompiers qui assurent le secours et par le SAMU qui assure l'aspect vraiment médical. Alors, on a choisi, une fois qu'on s'est établi sur cette définition du plan rouge, sur la mise en œuvre, si vous voulez, pratique de cette doctrine en s'investissant dans l'enseignement. On a donc créé, si vous voulez, à Toulouse, à l'image de ce qui se faisait en région parisienne, à Crédé, avec le professeur Huguenard, par un enseignement universitaire où on a fabriqué pendant des années donc, des médecins et des infirmiers de catastrophe pour faire face à cette situation. Alors évidemment, je suis un peu arrêté, excusez-moi, j'espère qu'on va pouvoir se dépanner. Excusez-moi, il y a toujours des aléas. Ouais. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Session universitaire, ça dure 1 an, sous forme de séminaire. Vous avez donc la nécessité de faire des travaux pratiques. Et ces travaux pratiques, c'est, si vous voulez, une simulation d'une catastrophe. Vous voyez, pendant 38 ans, on a fait un peu n'importe quoi, un peu tout, en tout cas, au cours desquels nos étudiants ont appris sur le terrain, en accord, en collaboration avec les secouristes, la pratique de la doctrine. Voilà. Alors, en même temps que cet enseignement est créé, on crée 2 choses. Une société savante, une société de médecine de catastrophe, qui fait son premier congrès à Toulouse en 86. Premier congrès national de médecine de catastrophe, qui fait le point des expériences acquises. Et ensuite, on crée une Bible, c'est-à-dire un ouvrage de référence qui est diffusé pour apprendre, à l'époque où il n'y a pas trop Internet, bien sûr, c'est donc des livres traditionnels
qui sont rédigés et mis à la disposition des gens. Alors, on n'oublie pas l'aspect pratique, et dans les années qui suivent, vous voyez, à partir de 1990, 4 ou 5 ans après, on invente une unité opérationnelle, c'est-à-dire un SAMU de catastrophe, un SMUR de catastrophe, avec, dans un premier temps, vous voyez, des choses un peu bricolées, des remorques, des moyens, et surtout le stock dans des cantines, dans des caisses de matériel pour faire face à un afflux, à un collectif de victimes. Ce stock qui existe à Purpan, Toulouse, permet de soigner 500 personnes pendant 48 heures. C'est énorme. Hein. Donc, ce matériel part avec des remorques, avec des hélicoptères, avec des avions, là où c'est nécessaire. C'est une réserve régionale et interrégionale qui est mise à disposition des autorités pour réaliser sur place, dans l'hôpital de campagne, ce qui est nécessaire, ce qui a été établi. Alors, symétrique du plan rouge, c'est le plan blanc. Alors le plan blanc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que l'hôpital, les établissements de soins, d'accueil des blessés, et évidemment la cible, l'objectif, amener vivant des gens jusqu'à ces hôpitaux, bien entendu. Et donc, il faut que l'hôpital soit capable de faire face à deux choses: continuer à soigner les gens qui sont hospitalisés, quelques-uns en pleine opération chirurgicale, et accueillir ce surplus qui déstabilise totalement l'établissement. Donc, vous voyez, deux objectifs. Le plan blanc, continuer à faire fonctionner l'hôpital, mais pouvoir accueillir ce surplus inattendu de victimes. Et donc, vous avez cet objectif philosophique et pratiqué aussi au niveau du préhospitalier, c'est-à-dire que le SAMU est débordé, mais doit continuer à faire face, ça a été le cas à l'explosion de la ZF, au quotidien. C'est pas parce que l'explosion de l'usine AZF a explosé, il y a d'autres pathologies, il y a des crises cardiaques, il y a des intoxications ordinaires, il y a des accidents de la circulation. Donc, le SAMU, pour faire face à cette mission nouvelle, dédouble sa régulation. Il y a deux caisses, si vous voulez. Il y a une caisse spécialisée pour les besoins de la routine, le bruit de fond de la ville, et une autre régulation médicale qui va synchroniser le plan rouge et le plan blanc. Vous voyez? Donc, c'est pas de la médecine vraiment, mais c'est de la médecine qui conditionne la pratique médicale. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc vous avez par exemple également un dédoublement de la régulation sur les lieux. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle un PC mobile, un camion avec des antennes, des liaisons satellitaires qui permettent au plus près, alors qu'on a le visuel sur l'événement, de synchroniser les secours. Alors, 3 révolutions, je vous rassure, ça va être fini, les 3 révolutions vont intervenir avec 3 dates que j'ai vécues. Donc, la première, c'est cette explosion de l'usine de la ZF en 2001, qui a été la mise en œuvre pratique de notre enseignement depuis 15 ans. Au bout de 15 ans, on a fabriqué à peu près 800 praticiens et infirmiers, et le jour de la ZF, le 11 septembre, ces gens-là, c'est une main-d'œuvre qui est sur place, qui a l'habitude de faire les exercices, qui a été formée et qui va faire face à une situation totalement inédite. Elle est inédite pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne sait pas où se trouve l'explosion. C'est que les téléphones, à l'occasion de l'explosion, sont tous arrêtés. Le SAMU est inatteignable, la préfecture est inatteignable. Aucun portable ne marche. Donc, pour la gestion de la catastrophe, les télécommunications, qui sont un outil fondamental, sont arrêtées. Donc ça, on part mal, si vous voulez. Deuxième chose, vous avez 10 000 blessés. Il y a 33 morts, beaucoup, mais il y a surtout 10 000 blessés. Ils ne sont pas tous graves, même la majorité n'est pas grave. Il n'y en a que 400 de graves, 400 UA. Donc c'est des clients pour l'hôpital de campagne. Alors l'hôpital de campagne, on avait anticipé, on avait localisé à Toulouse 2 endroits, un rive droite et un rive gauche, où il y aurait un hôpital de campagne prééquipé. Donc le pot à l'explosion a détruit les hôpitaux de campagne préétablis et
prépositionnés, ce qui fait que, au moment où ça se passe, il faut créer à un endroit nouveau, imprévu, un nouvel hôpital de campagne avec les moyens du poste secours mobile dont je vous parlais. Donc, on se trouve face à cette difficulté immédiate pour faire marcher notre dispositif de créer cet hôpital de campagne. Bon. Troisième difficulté, comme les blessés sont pour la majoritairement ambulatoires, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de quitter les lieux de l'usine parce qu'on pense qu'il y a un risque chimique. Quand nous allons sur place avec nos troupes, on croise les victimes ambulatoires qui, elles, cherchent à se mettre à couvert, en sécurité, et donc nous ne pouvons pas réellement réaliser l'opération de tri. L'opération de tri, elle se fait avec les victimes gravement blessées qui, elles, ne peuvent pas bouger, et que nous, on va faire, une fois que le PMA activé, les amener au PMA. Voyez. Donc c'est, si vous voulez, il y a toute une série de situations conjoncturelles qui font que la gestion de cette catastrophe est particulièrement difficile et amène, si vous voulez, surtout à une réflexion épidémiologique. Il est mis en place, au point de vue santé publique, un recensement qui va s'effectuer toutes les années qui vont suivre, pendant 15 ans, de tous les survivants de la ZF. Alors, il y a des survivants organiques, somatiques, c'est les gens qui ont perdu l'audition ou qui ont des acouphènes, parce que suite à l'explosion, ils entendent des bruits dont on ne peut pas se débarrasser. La surdité, on peut l'appareiller, mais les acouphènes, c'est inappareillable. Donc, pendant des années, nous allons suivre, avec les ORL, des patients qui ont des séquelles de l'explosion. Vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure Tchernobyl ou Bhopal, des séquelles retardées, mais grâce au dispositif mis en place, on va leur apporter un soutien systématique et organisé. Et ça, c'est nouveau. Deuxième conséquence de cette révolution, et ça c'est un problème politique, nous subissons, le SAMU et les pompiers à Toulouse, un audit ministériel, ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur, destiné à déterminer les défaillances, ce qui n'a pas marché, dans le but de l'améliorer. Ces deux rapports sont formidables. Des années après, si vous voulez, nous sommes équipés de téléphones satellitaires, nous sommes équipés de toute une série de matériel qu'on demandait depuis des années et qu'on n'avait pas pu obtenir, et surtout la réglementation de notre pays, le plan Orsec, va complètement être chamboulé parce qu'on a pris la dimension qu'il fallait intégrer plan rouge et plan blanc dans ce nouveau plan Orsec. Donc, si vous voulez, la réactivité des autorités gouvernementales a été exemplaire, et c'est pour ça que je parle de révolution, parce que ceux qui nous traitaient, M. Virec, qu'est-ce que vous faites? Allez vous promener dans la nature alors que votre place est à l'hôpital pour accueillir le blessé? Non, ma place est aussi sur le terrain, si vous voulez. Voilà. Et donc nous sommes confortés dans l'enseignement et dans la mise en point opérationnelle de la médecine de catastrophe. Oui, et ça, les textes généraux, les lois, les décrets, les circulaires, toute une série de décisions ministérielles étalées pendant des années, et encore ces dernières années, il y a eu des textes d'actualisation, c'est les leçons de l'explosion de la ZF. Donc c'est très intéressant de le rappeler. Le mot Orsan, oui, ça ressemble à Orsec, c'est organisation sanitaire exceptionnelle. C'est-à-dire que, ça sera ma conclusion, je ne vous cache pas, ce qui était une activité un peu folklorique dans le cadre de la médecine d'urgence, ça n'arrive jamais. L'explosion de la ZF, on m'a dit, M. Virec, ne fatiguez pas, ça n'arrivera pas. C'est très dangereux, mais ça n'arrivera pas. Ça arrive, et donc aujourd'hui, la réponse est intégrée dans les secours quotidiens. Il faut faire marcher la médecine de ville, la médecine quotidienne en même temps, et la prendre en compte financièrement, l'enseigner, là, vous voyez, à faire la propagande. Et ça, c'est vraiment les conclusions de cette révolution de la ZDF de 2002. 2015, vous vous rappelez tous, on revient aux attentats, le Bataclan. Alors le Bataclan, c'est une nouvelle forme d'attentat, c'est un attentat multisite.
C'est-à-dire qu'au même endroit, vous avez des victimes partout dans la capitale, des victimes par balle, explosion, mais par balle surtout, et donc qui rendent le plan rouge très difficile à appliquer, parce qu'il faut le faire à plusieurs endroits, espacés de plusieurs kilomètres. Deuxième notion, étant donné que les terroristes sont en place et continuent à tirer, les secours ne peuvent pas s'approcher. Je vous rappelle qu'une balle de Kalachnikov, ça tue quelqu'un à 2 km. C'est une munition rapide, extrêmement dangereuse, et donc les forces de l'ordre ont isolé totalement les différents lieux où il y a eu des agressions, pas comme Bataclan, et donc impossibilité au secours, aux pompiers comme au SAMU, de s'approcher des victimes qui étaient en train de mourir. Parce que tous les 3/4 des gens qui sont morts au Bataclan sont morts d'hémorragie externe, par défaut de garrot. Parce que personne n'était équipé depuis. Tous les flics de France, tous les pompiers sont équipés d'un garrot individuel, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, les quelques personnes portées secours n'avaient pas le moyen thérapeutique artisanal d'arrêter l'évolution fatale. Donc ça, c'est un enseignement révolutionnaire. Autre notion fondamentale, c'est la mise en sécurité des secouristes. Porter secours, c'est dangereux. On l'a vu, j'y vais revenir pour le Covid. Donc il faut que l'organisation, couplée avec le contrôle des forces de l'ordre, soit impeccable. Et donc on a sectorisé des zones autour de l'endroit où sont les victimes et où restent encore des terroristes, pour protéger tout le monde, et pouvoir assez accélérer les procédures de secours. Donc, vous voyez, ce sont des enseignements importants. Autre notion, et elle est fondamentale aussi, on a redécouvert ce que les Anglais appellent le damage control. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi ce que j'ai vécu, qui a lancé le SAMU, c'était que vous avez un accident de la circulation, vous êtes polytraumatisé, vous allez mourir par chute de la tension artérielle ou asphyxie. Moi, réanimateur, j'arrête l'hémorragie, je vous transfuse, je vous perfuse, je vous intube, je vous ventile et vous êtes sauvé. C'est-à-dire que le réanimateur agit non pas sur la cause de la détresse, mais sur les manifestations qui vont entraîner la mort de la victime. Et donc, c'est le triomphe médical. On a remplacé le chirurgien de Napoléon par l'anesthésiste réanimateur que je suis. Je réanime parce que je sais faire et parce que le sujet est en train de mourir de ça. Eh bien, au Bataclan, on s'est aperçu qu'en fait, d'abord, on n'avait pas la capacité de le faire, mais surtout, le geste essentiel, c'était d'arrêter l'hémorragie externe et surtout d'amener le malade au chirurgien pour enlever la rate, pour contrôler une hémorragie interne. Et donc, c'est le triomphe retardé, si vous voulez, de la chirurgie, avec le réanimateur, parce qu'il faut que la victime arrive dans les mains du chirurgien. Mais cette notion de prise de conscience que dans quelqu'un qui va mourir, il y a à la fois le désordre fonctionnel, l'asphyxie, l'hémorragie, mais il y a aussi la cause de tout ça, qui est une cause anatomique somatique. Voilà. Alors, la dernière dimension qui n'apparaît pas là, mais qui est... L'AZF a permis si vous voulez, de redéfinir la notion de victime. Et victime, quelqu'un qui subit un dommage, conséquence de l'action traumatique. Il y a eu une explosion, j'ai eu un blast, j'ai des brûlures, des blessures. Et ça, si vous voulez, c'est l'aspect macroscopique visible. Mais il y a tout l'aspect invisible. Les blessures invisibles, psychologiques. Et elle qui a des relations forcément avec, sociologiques. À la CDF, vous avez toute une population qui venait d'acheter une voiture à crédit, qui venait de faire construire une maison à crédit, qui avait un emploi dans une entreprise qui a été démolie. Donc on crée des chômeurs et des gens qui sont en situation de dette et, si vous voulez, de fragilité sociale. Et donc le soutien psychologique, c'est-à-dire la cellule d'urgence médico-psychologique, s'adresse à toute cette population en complément à notre action somatique
médicale ou chirurgicale. Vous voyez. Donc, il y a un paquet cadeau qui s'établit autour de cette expérience que nous vivons et que nous avons découverte au fur et à mesure. Alors, la notion d'extraction, je l'ai mis en rouge parce qu'au fond, notre collaboration avec le GIGN, le RAID, la police, si vous voulez, c'est de faire en sorte que ces gens-là, dont c'est le métier d'être en danger, hein, un policier, un militaire est payé pour tuer ou pour être tué, je dis de manière un peu symbolique, mais enfin, c'est son métier d'être en danger, par définition. Un militaire, malheureusement, c'est son boulot. Mais nous, c'est pas le nôtre. Et donc, dans cette nouvelle conception, on demande à ces forces de l'ordre, qui sont armées, qui ont les moyens de se défendre, de nous apporter, de nous extraire des blessés, sans que nous soyons obligés, nous, d'aller au plus près. C'est une médicalisation un peu par procuration. Et donc, l'équipement des carreaux avec tous les agents de police, c'est quelque chose de fondamental. Alors, la troisième révolution, vous l'avez vécu, tout le monde l'a vécu, 2020, c'est le ou la Covid. Enfin, le Covid, c'est le virus, et la Covid, c'est la maladie. Donc, si vous voulez, vous avez à l'écran les points à retenir. C'est une catastrophe biologique, mais comme elle dure dans le temps, catastrophe, c'est quand même une période, vous voyez, même les guerres, là, ça se développe dans le temps, ça va perdurer, ça va faire des reprises, des rechutes, et ça va surtout s'étendre géographiquement. C'est-à-dire le cadre d'un plan rouge n'est plus du tout adapté à la pandémie Covid. Vous êtes en face à un ennemi dangereux, parce que les troupes d'intervention sont susceptibles, et nous avons quand même beaucoup de personnel qui n'est pas mort à Toulouse, mais qui a été plus ou moins gravement atteint, alors que le boulot, c'est de porter assistance aux gens qui sont malades. Vous voyez, c'est le paradoxe. Donc, si vous voulez, vous avez les 4 points que j'ai retenus. L'adaptation à la régulation, c'est-à-dire que nous sommes arrivés jusqu'à 7000 appels dans la journée au 15. C'est-à-dire qu'à ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 15 ne répond plus. Donc, pour s'en sortir, on a recruté des étudiants en médecine. On a créé des postes à Purpan supplémentaires où vous avez des salles entières avec 10-15 étudiants qui rassurent, parce que souvent les gens ils appellent, ils ont peur et ils demandent conseil. Ce n'est pas vraiment une demande d'intervention. Donc la régulation a trouvé une formule pour essayer de dire que le SAMU répondait. Et ça donne une très mauvaise impression si on ne répond pas. Des moyens SMUR particuliers, eh bien, vous avez cette voiture qui s'appelle un SMUR VLMG, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qui n'existait pas, un véhicule qui transporte un médecin généraliste équipé comme le SAMU, qui va à domicile vérifier ce qu'on a entendu au téléphone. C'est-à-dire les gens, ils se plaignent, ils disent je suis malade, je vais aller à l'hôpital. Alors, avant d'accéder, si vous voulez, au voyage, au déplacement, on envoie un médecin généraliste libéral qui devient salarié contractuel du CHU et des services publics de santé à travers un véhicule nouveau. Donc c'est un ambulancier, la voiture est payée par l'hôpital, l'ambulancier est un ambulancier privé, le Conseil de l'ordre recrute des médecins généralistes volontaires et l'hôpital fournit le matériel à bord. Et donc c'est une solution, hein, parce que quand vous avez des milliers d'appels, il y a des appels qu'il faut prendre au sérieux. Il y en a, on peut rassurer les gens parce que c'est des formes bénignes apparemment. La mise en danger des intervenants, alors c'est des scaphandres, les scaphandres étanches contre les microbes, les virus. Il faut s'équiper. Alors, c'est lourd, c'est compliqué, ça demande du temps. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de se déséquiper, sans faire de faute d'asepsie et sans se mettre en danger pour une contamination. Donc, vous voyez tout ce déguisement étanche, en blanc, qui concerne tout le monde, le conducteur, l'ambulancier, l'infirmier, le secouriste, c'est vraiment une mascarade obligatoire, mais pour protéger les équipes d'intervention et éviter aussi la dissémination du virus qui est hautement contagieux. Et puis après, vous avez le plan blanc. Alors le plan blanc,
Moi, je suis assez critique parce que, comme je vous l'ai dit, un plan blanc, le vrai, celui qui a été créé, c'est continuer à faire marcher l'hôpital et soigner les nouveaux. La politique qui a été suivie a été révolutionnaire. On a fermé l'hôpital, on a arrêté toute l'activité programmée et on a attendu les victimes, qui ne sont jamais arrivées parce que les formes hospitalisés, enfin tout au moins à Toulouse, étaient extrêmement rares. Donc on a eu, si vous voulez, une paralysie sanitaire hospitalière pour faire face à une éventuelle invasion de l'hôpital qui n'a jamais eu lieu. Donc on a dénaturé la doctrine plan blanc, qui était de tout faire marcher à la fois. Et on aurait pu y arriver. Bon. Conclusion, vous savez, les cancers non traités, les non dépistés, enfin, toute une série de conséquences graves qui ont été un des enseignements de la pandémie. Alors, on n'a pas trop parlé parce que les autorités politiques n'aiment pas être trop critiquées, mais objectivement, c'est bien ce qui s'est passé. La médecine des catastrophes en tant qu'institution administrative et réglementaire a été dévoyée pour bonne raison, si vous voulez. Mais enfin, finalement, ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Alors, aujourd'hui, on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, à Toulouse, vous avez les 4 points que je vous indique. On a créé une structure qui largement dépasse l'enseignement et l'activité opérationnelle de catastrophe. Ce qu'on appelle un centre de réponse à la catastrophe, aux situations de crise. C'est-à-dire une coordination politique, administrative, technique, avec des industriels, avec des collègues, avec des paramédicaux, qui vise à faire face à toute nouvelle situation non prévue, mais qui pourrait déstabiliser la santé publique en France. Donc ça, c'est une invention récente, qui est l'initiative de mon successeur au SAMU, le professeur Gould, qui est allé passer 1 an aux États-Unis, à Boston, et qui a rencontré un collègue passionné de catastrophes, avec qui nous avons fait copain-copain. On a fait une convention Boston-Toulouse pour créer ce CRC qui aujourd'hui est étendu à l'Espagne, à l'Andorre, à un certain nombre de pays, qui adhèrent, si vous voulez, à ce concept, sur l'aspect scientifique et philosophique. Le drone, si nous avions eu un drone en 2001, avec la ZF, on aurait su où était l'endroit de la catastrophe. Parce que le drone, on le lâche, on le fait circuler et on cherche le site où c'est utile. Et surtout, on aurait su surtout trouver les routes, les accès à la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé à la ZF? Vous savez, pour ceux qui connaissent Toulouse, l'usine était sur la rocade. Eh bien, pour aller à l'usine, il fallait prendre la rocade. Sauf que la rocade était pleine de cadavres de voitures. Et nos ambulances crevaient au fur et à mesure qu'on s'approchait. Donc, si vous voulez, le drone nous aurait permis de savoir où il fallait aller, et par où il fallait aller. Et ensuite, de dénombrer à peu près un peu le nombre de victimes potentielles qu'on aurait à suivre. À Toulouse, donc, le SAMU s'est équipé, depuis plusieurs années, de 2 drones, comme les pompiers, comme la police, la gendarmerie et le CRS. Nous avons une flotte de drones. Alors, chacun a sa mission. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir les victimes et pour s'en approcher. La notion de poste de commandement avancé, c'est ce camion que vous voyez au milieu. C'est au-delà d'un PC mobile. C'est un outil de télécommunication exceptionnel. Ce camion, si vous voulez, crée un réseau Wi-Fi de catastrophe, avec des antennes réparties sur le terrain. Et ce réseau Wi-Fi recueille des informations qui sont celles d'une tablette, d'un téléphone portable, dont sont munis les intervenants. Les intervenants font la reconnaissance du site, ça l'aperçoit des exercices actuels que nous menons, ils identifient les victimes et renseignent un logiciel somatique, c'est-à-dire un bilan clinique initial des victimes découvertes sur le terrain. Ce bilan, c'est un fichier informatique qui est sur la tablette. Il est expédié via le réseau Wi-Fi temporaire, éphémère, au camion. Au camion, il est retransmis par voie satellitaire. On élimine totalement la destruction du réseau normal, le GSM ou
ou fixe, et il est reçu à Purpan. Le médecin régulateur a en temps réel la photo de madame, les fractures qu'elle dispose, son état clinique, sa classification initiale UR, et moi, qui suis le médecin de régulateur de catastrophe à Purpan, qui se passe sur le terrain, le camion m'a donné une information fondamentale. Certaines équipes sont équipées d'une lunette Google Glass, c'est-à-dire qu'on équipe la reconnaissance de cet équipement. Tout ce que voit le médecin de reconnaissance et tout ce qu'entend le médecin de reconnaissance transite par ce réseau éphémère Wi-Fi et arrive à Purpan. C'est-à-dire que moi, à Purpan, moi, régulateur, chef, je parle avec mon collègue, mais je ne fais pas que parler. Il m'envoie la photo, il m'envoie l'état, et tout ça, je le décompte, et je cherche l'accueil hospitalier. S'il y a une fracture du crâne, un traumatisme crânien, tous mes efforts vont être de chercher une place en neurochirurgie, bien sûr. Hein. Et en contrepartie, de renseigner mon collègue pour lui dire la place est à tel endroit, telle clinique, tel hôpital. On est en train de chercher le vecteur pour l'y amener. Et donc, vous voyez la gestion dynamique que permet ce camion extraordinaire qui est au-delà d'un commandement. C'est un relais de télécommunication réversible dans les deux sens qui vous donne une vision vraiment très sécurisée de l'opération. C'est un vrai plaisir, entre guillemets, de maîtriser une opération, sans cela un peu improbable, grâce à ce moyen. Le dernier point, c'est le shelter UMPO. L'armée française a développé, quand on était en Afrique, les hôpitaux mobiles shelter, qui étaient en fait au départ une idée de l'armée américaine. Ces shelters, c'est des boîtes métalliques qui sont des hôpitaux déplaçables, aérotransportables ou par des remorques. Et l'idée à Toulouse, ça a été de faire un shelter dépliable. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un cube qui est porté par un camion porte-berce. Le camion porte-berce dépose le cube et le cube se déploie. Je vais vous le montrer, j'espère que ça va marcher, je ne suis pas sûr. Alors, le son est un peu faible, peut-être. L'UMPO a été conçu pour être projeté à proximité d'un sinistre, qu'il soit de type accidentel ou terroriste, et impliquant de nombreuses victimes. L'objectif d'une telle structure est qu'elle est rapidement opérationnelle et autonome et permet de réanimer les patients en attendant leur transfert dans les hôpitaux. Elle peut aussi être armée en tant que poste de commandement opérationnel de proximité pour la gestion de la crise. L'UMPO a une surface de à peu près 75 mètres carrés. Elle est suffisante pour traiter de façon initiale de multiples victimes. Effectivement, on peut faire de la réanimation d'attente simultanément sur 18 victimes, dont 8 urgences absolues. Donc l'objectif de ce projet, c'est de promouvoir l'égalité d'accès aux soins d'urgence pour les populations habitant dans les territoires de la chaîne pyrénéenne à travers un réseau de coopération transfrontalière entre la France, l'Espagne et l'Andorre. Donc il est déployable dans tout point du territoire, en situation de crise aiguë ou plutôt programmé, comme le sont par exemple les grands rassemblements de personnes, de foule. Le retour est très positif. Il y a toujours une phase un peu expectative de la part soit des patients, soit des équipes soignantes aussi, avec un environnement de travail qui est nouveau, mais il faut savoir, et c'est très important, que les procédures sanitaires, médicales de prise en charge des patients sont strictement les mêmes à l'intérieur de ce module que dans les murs de l'hôpital.
Alors, dernier progrès qui date de quelques jours, hein. À Toulouse, on a créé au niveau du SAMU un bâtiment nouveau, pédagogique, qui s'appelle SENS, qui est un centre de simulation neurosensorielle. C'est-à-dire qu'on crée dans un bâtiment une ambiance sonore, visuelle, auditive et olfactive qui permet de s'imaginer dans une situation de catastrophe et d'entraîner les personnels dans cette ambiance très stressante qui ne peut être retrouvée que dans un système analogue. Oui. Donc ce dispositif vient d'être mis en œuvre. Vous avez vu en bas la phrase qu'on a rajoutée. Ce dispositif est mis en place en fait pour les médecins urgentistes de catastrophe, mais aussi pour les psychiatres. Vous savez que j'ai parlé beaucoup de choc traumatique, post-traumatique. Cet état de choc post-traumatique, quelquefois, il perdure. À la ZF, encore 20 ans après, il y a des gens qui ne s'en sont pas remis. Après un peu de foudre, c'est de la même manière. Pendant plusieurs années, il y a besoin de débloquer cette boucle négative qui entretient la dépression. Et donc, le fait de remettre en position dans ce bâtiment pour faire revivre à la victime la séquence qui l'a omnibulé et qui continue de bloquer son psyché, c'est fondamental. Donc, il y a une double utilisation du bâtiment pour l'entraînement à la victime de catastrophe et ensuite pour les psychiatres éventuellement. Alors, en pratique, voilà, la conclusion, je l'avais un peu évoquée, la gestation a été extrêmement longue, mais elle a été extrêmement longue comme celle de la médecine d'urgence. Vous voyez, il a fallu des millénaires, d'abord pour que la médecine devienne vraiment ce qu'elle est, et la médecine d'urgence va apparaître. En 1968, le SAMU, 1985, la médecine des catastrophes. Et aujourd'hui, c'est cette notion d'intégration dans le système de santé. La médecine des catastrophes est considérée par les autorités gouvernementales comme un créneau dans lequel il faut mettre de l'argent, même si on n'en voit pas l'investissement tout de suite, enfin les retours tout de suite. On aura un retour sur l'investissement peut-être. Et en pratique, la multiplication des catastrophes fait que c'est un bon choix, si vous voulez. Donc, ma conclusion, c'est ça. Médecine des catastrophes, peut-être pour vous c'est nouveau, mais c'est aussi, vous voyez, un principe politique nouveau de sécurité et de santé publique. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Alors en pratique, je fais un petit peu un rappel à la propagande pour le SAMU, parce que c'est le SAMU qui est chargé en pratique de la mise en œuvre de cette médecine au niveau de l'enseignement et au niveau de l'application. Voilà. Donc vous avez deux possibilités de creuser le sujet. L'une, c'est de venir à Toulouse visiter l'exposition que j'ai mis en place il y a déjà plusieurs années sur l'histoire du SAMU et des catastrophes. Donc c'est une série de vitrines sur lesquelles vous avez des informations, des archives, tout ça qui sont développées. Et puis l'ouvrage que certains d'entre vous ont connu puisque je vous l'avais présenté, qui reprend le contrepoint littéraire de l'exposition qui permet de, si vous voulez, de mémoriser un petit peu le propos que j'ai tenu aujourd'hui et effectivement la réalité de cette expérience que nous avons vécue et que vous allez continuer à vivre. À tel point même que si ça ne se passe pas comme je l'ai indiqué, les critiques sont faciles et elles sont légitimes parce qu'on s'est doté d'un outil pour faire face à l'aléa. Donc je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à des questions. J'étais peut-être un peu long, mais mon enthousiasme m'a empêché de raccourcir. Des questions? Merci.